Chers amis, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui dans une exposition, une rétrospective magnifique sur la marque de montre Citizen. Aujourd'hui, on voit la marque de montre Citizen, on vous la présente au quotidien. Mais là, on va avoir une rétrospective tout au long du XXe siècle avec à la fois des montres des années 20, des montres des années 30, des montres des années 60 avec en suivant ça les designs de l'horlogerie internationale. Une marque assez exceptionnelle que j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui en détail. Suivez-moi. Chers amis, cette année, en 2024, nous fêtons donc les 100 ans de la première montre Citizen. Et j'entends par la première montre Citizen, la première montre à afficher le nom Citizen. La création, vous allez le voir, remonte un tout petit peu avant. Il faut retenir le nom de Kamekishi Yamazaki. C'est un marchand de montres qui va faire le tour du monde, j'entends le tour du monde horloger, qui va aller voir les bonnes façons de faire en Europe et en particulier en Suisse, et qui va se rendre aux États-Unis pour voir un peu comment ça se passe au niveau de l'horlogerie et en particulier l'industrialisation. En effet, à l'époque, au Japon, la majorité des montres de poche sont importées et donc le but pour lui, c'est de se dire est-ce que finalement on ne peut pas développer une espèce de force nationale japonaise dans le domaine de l'horlogerie? Et vous l'avez compris, cette réflexion va lui donner raison. En 1918, alors qu'il est secrétaire général d'une coopérative industrielle et commerciale tokyoïte d'horlogerie, il crée le Shokosha Watch Research Institute, une entreprise d'horlogerie qui verra son premier succès non pas dans les montres de poche, mais dans les pendules, en étant appelé par un horloger assez célèbre japonais pour terminer la pendule du prince héritier japonais, donc prince héritier de 1916, qui était vraiment une pendule extrêmement complexe. Et en fait, le maître a un peu été dépassé par son ouvrage et donc il a fait l'appel du Shokosha Watch Research Institute pour terminer. Ça, c'est les premiers pas de Citizen. Avant le nom Citizen, vous allez comprendre. La première montre à porter le nom Citizen sur son cadran, elle apparaît en 1924. C'est une montre de poche, très classique, petite seconde à 6 heures, aiguille bleuie à pomme évidée, ça vous rappelle évidemment les petits détails de Breguet. Comme je vous le disais, le Japon était un peu tourné vers la Suisse pour l'horlogerie à ce moment-là, et la France bien évidemment. Le mouvement répond à cette même simplicité du cadran et de l'habillage, mais ce que j'aime particulièrement, c'est que cette montre, quand elle est présentée, quand elle sort en 1924, il n'y a pas de chaîne de montre avec, mais il y a plutôt un tressage en tissu qui est typiquement japonais. Et ça, j'avoue que c'est vraiment le petit supplément d'âme qui fait apprécier l'horloge japonaise et qui va déjà commencer à mettre les petites caractéristiques très sympathiques qu'on aime dans cette horlogerie. L'autre nom qu'il faut retenir, c'est le nom de Shinpei Goto. C'est à l'époque le maire de Tokyo. Et lui, il voit ce projet-là de loin. Il a des rapports avec Kamekishi Yamazaki. Je vous le disais, Kamekishi Yamazaki, il est dans une coopérative horlogère. Donc, le maire de Tokyo, Shinpei Goto, il entend parler de tout ça. Ils vont avoir une discussion et va être proposé le mot Citizen, très très important à retenir, pour dire finalement, ces montres-là, elles sont destinées au plus grand public. C'est des montres accessibles. On veut faire que le japonais lambda, il puisse avoir l'heure de manière fiable. Et donc du coup, la marque prendra le nom de Citizen. C'est officiel, c'est dans la boîte. L'établissement de la marque aura alors lieu en 1930. Mais vous voyez, dans ces rapports États-Unis, Suisse, Japon, première montre de poche Citizen 1924. Mais en 1924, si on regarde les archives de l'horlogerie suisse, française, américaine, les montres bracelets existent depuis un bon moment déjà, depuis le début du XXe. Ce qui fait qu'en fait, il y a un léger retard japonais, même un retard important, soyons francs. Et du coup, il faut attendre 1931, donc quelques mois après l'établissement de la marque en 1930, de la marque Citizen, pour voir apparaître la Citizen F, première montre bracelet japonaise. On va voir quelques déclinaisons et ce que j'aime beaucoup avec ces montres, et ce qu'on a eu l'occasion de filmer dans cette belle exposition sur les 100 ans de la marque, c'est des pièces qui vont avoir des gueules formidables. Je pense à cette montre qu'on a vue avec un cadran à secteur, un cadran avec ces index chiffres arabes très particuliers qui reprennent tous ces cadraniers de Pforzheim en Allemagne, Stowa, Glashütte, etc. Oui, vous voyez tout à fait l'inspiration, mais on parle quand même d'une montre japonaise. Une montre japonaise avec une petite seconde à 6 heures. Avec cette apparition de la première montre bracelet, l'entreprise va prendre du volume, l'entreprise va grossir. Et l'entreprise va grossir tout en modernisant son appareil de production. C'est-à-dire qu'ils vont acheter, investir dans des machines de pointe pour pouvoir produire tout l'habillage et des pièces du mouvement de ces montres Citizen. Je vous parlais de petites secondes à 6 heures. Si je vous dis ça, c'est que dans les années 40, on va voir chez Citizen l'apparition des premières montres à seconde centrale. Ça vous paraît simple comme ça, c'est pas si simple que ça. Ça demande de retravailler tout le train de rouage pour avoir l'apparition de la seconde au centre de la montre. Et du coup, là, vraiment, c'est bon. Citizen est parti, ça roule, on est bien. Pour moi, le plus intéressant chez Citizen dans l'histoire, c'est dans les années 50 et dans les années 60. Dans les années 50, je pense notamment à la parachoc. Vous savez, on a un système dans les mouvements aujourd'hui, on n'y pense même plus, ça s'appelle l'Inca Block.
c'est ce qui vient protéger l'axe du balancier. C'est-à-dire que toute la journée, on bouge, on se cogne, il y a des chocs, la montre subit des chocs. Et si la montre subit des chocs, ça veut dire que le petit balancier tout mignon et son spiral tout fragile, ils vont ressentir ces chocs et ça peut affecter la précision de la montre. Donc ce qu'on va faire, c'est venir finalement protéger cet axe avec une pièce particulière au niveau de l'axe de balancier pour pouvoir justement aider à résister aux chocs. On pense notamment pour les prémices de tout ça à ce que je vous racontais dans l'histoire de Breguet avec notamment le parachute. C'est la même chose. Et ce que j'aime à l'époque, si on parle de marketing même, c'est que nos amis japonais, ils se sont dit un jour comme ça, on va faire un petit coup marketing, on va appeler un pilote d'hélicoptère, l'hélicoptère va venir avec des montres qui sont mises dans des boîtes spéciales, puis il va en balancer comme ça, sur le sol, et on a même des photos d'archives, c'est assez incroyable. Donc en fait, du coup, ils ont dit, petit coup marketing, pour tester le système parachoc, on va balancer des montres d'un hélicoptère, terminé, bonsoir, ça fonctionne à tous les coups. Années 50 parachoc, mais années 50 aussi para-water. Vous doutez que la question de l'étanchéité est très importante en horlogerie. Le Japon prend un peu plus son temps pour s'y atteler. Et c'est un développement qui va fonctionner de concert avec la présentation de la première montre automatique Citizen à la fin des années 1950. Pourquoi fonctionner de concert? C'est que si on se dit que finalement la couronne, on peut la laisser tranquille, parce que le mouvement est automatique, c'est-à-dire qu'il y a moins de chances de manipulation de la couronne, donc moins de chances de mal manipuler la couronne, et finalement moins de chances que l'eau pénètre à l'intérieur de la montre et vienne détruire le mouvement. Donc, tout ce travail d'étanchéité, il va s'accompagner du développement de la montre automatique chez Citizen à la fin des années 1950. Cette fois, pas d'organisation marketing, mais un navigateur japonais du nom de Kenichi Hori, qui est né alors que 23 ans, va traverser, comme ça, en solo, le Pacifique. Et ce qu'on va savoir par la suite, et ça on aura même des photos d'archives, c'est que ce Kenichi Hori, âgé seulement de 23 ans, que faisiez-vous à 23 ans? Moi personnellement, je ne traversais pas le Pacifique, il portait une Citizen étanche. En revanche, et encore une fois, pour rigoler un petit peu avec ce marketing qui disait on balance des montres de l'hélicoptère pour tester les chocs, pour tester l'étanchéité, ils ont une idée de ouf que j'adore. Ils vont prendre des petites bouées, avec marqué dessus, attention que ce n'est pas une mine, évidemment, que tout va bien, donc pas à les prendre pour des armes de guerre. Ils vont mettre la tête de montre à l'intérieur, un petit mot, ils vont en balancer, je crois, 140 ou 150 dans le Pacifique, et du coup, vous êtes, vous, de l'autre côté, vous êtes en train de vous baigner comme ça, petite baignade du jour, petit slip de bain coloré, et là, vous avez une petite bouée qui arrive. Donc déjà, vous avez peur, vous pensez que ça va vous péter à la tronche, ça ne vous pète pas à la tronche, vous prenez le truc, vous voyez qu'il y a une tête de monde, c'est quoi le délire de ce truc? Vous lisez le mot, et le mot vous dit « renvoyez-nous la montre », et vous aurez une belle récompense. Donc en fait, les gens qui ont trouvé ces bouées avec ces montres ont renvoyé les pièces pour la grande majorité. Évidemment, il y a des petits malins qui ont regardé, puis il y a beaucoup de montres qui ont été perdues, écrasées, cassées par les bateaux qui ont pris la flotte, etc. etc. Toutes les montres ont été renvoyées et on s'est rendu compte que c'était favorable. Le test d'étanchéité était passé. Et les gens, en plus, ont une petite récompense, une petite montre offerte pour l'occasion. Ça fait toujours plaisir. Donc tout ça, c'était le début des années 60. Et le début des années 60, je voudrais vous en parler aussi chez Citizen, pour quelque chose de très important pour les marques horlogères traditionnelles, et ça s'appelle la chronométrie, c'est-à-dire avoir la montre la plus précise possible, la mieux réglée possible, qui participe parfois à des concours, et on la teste pour s'en assurer. Donc 1962 marque la présentation du premier chronomètre Citizen. Un mouvement d'un plus haut grade qui s'accompagne de finitions différentes sur les aiguilles, sur le cadran, sur le boîtier, pour dire que finalement, on présente une montre d'une gamme supérieure et un chronomètre de précision. Le plus important, en fait, c'est que Citizen commence à mettre en place ses propres tests de chronométrie. Au Japon, pour information, est développé, je crois que c'est en 1968, le premier test de chronométrie indépendant. Malheureusement, il ne va pas être très fiable et il va durer jusqu'aux années 80, au milieu des années 80 de mémoire. Et donc en fait, si Citizen veut performer dans ce domaine, elle doit mettre en place ses propres procédés de chronométrie, pouvoir les expliquer et pouvoir aussi mesurer les montres et en donner des résultats très positifs. C'est ce qu'elle va faire. La même année d'ailleurs, en 1962, elle présentait la Diamond Flake, qui est une des montres les plus fines au monde. Et ça, j'adore parce que du coup, voilà, le Japon rentre à nouveau dans la course par rapport à ce que font ses concurrents aux États-Unis et en Suisse notamment, avec cette montre extra fine. On parle de chronométrie. Citizen est dans le game définitivement. Ce que j'aime pour Citizen, ça se passe après la moitié des années 60. En 1966, Citizen X8, première montre électromécanique, donc on ne parle pas de quartz encore. Vous avez un balancier, vous avez un transistor qui va envoyer des impulsions électriques. Et ça, c'est le début d'une histoire très importante pour Citizen. Surtout, et ça, vous allez voir, très important par la suite, elle peut fonctionner pendant une année complète sans s'arrêter. Donc déjà, la gestion de l'énergie dans cette première montre qui est assez énergivore est très bonne.
Ces bons résultats-là, ils sont notamment rendus possibles par l'utilisation de nouveaux matériaux dans le mouvement, en particulier de platine ici. Et si je vous parle de nouveaux matériaux, c'est parce que Citizen va être une des premières, si ce n'est la première entreprise d'horlogerie du monde à faire des recherches de malades sur l'utilisation du titane. Finalement, c'est plus léger que le métal, il n'y a pas de corrosion, c'est plus solide que l'or, donc on se dit finalement, c'était un bon développement de commencer à travailler des boîtiers en titane. Nous sommes à la moitié des années 60 et ça fait quelques années déjà que Citizen a commencé à travailler dessus. Donc vous voyez, il y a un esprit pionnier chez Citizen pour tout ce qui a trait aux matériaux. Le début des années 70 verra l'apparition premier calibre à diapason, mais finalement, que ce soit pour la X8 avec son calibre électromécanique, le calibre à diapason, au début des années 70, en particulier en 1973, on passe dans une nouvelle ère, l'ère du quartz, avec la première montre Citizen à quartz. Mais malgré ces innovations-là, ce qu'il faut retenir, c'est que Citizen ne va pas lâcher le mécanique. Et dans les années 70, on a des designs de fou furieux niveau mécanique. On a évidemment les chronographes Bullhead, qui sont super jolis, donc Challenge Timer, si vous voulez. Ils ne sont pas tous cette forme avec les fameuses cornes du taureau ou alors les boutons poussoirs sur le haut du boîtier. Il y a plein de choses différentes qui se passent. Et du coup, le mécanique vit aux côtés du quartz. Et ça, c'est beau. Merci Citizen. Maintenant, chers amis, on va se concentrer sur la date de 1976 avec la présentation d'une montre à quartz un peu particulière puisque son cadran est équipé de cellules photovoltaïques et qu'elle va comme ça répondre à une grosse problématique de l'horlogerie pour Citizen, c'est-à-dire comment gérer l'énergie d'une montre à quartz, c'est-à-dire comment faire qu'elle ne s'arrête jamais. Et du coup, en fait, c'est Crystron qui va répondre à cette problématique en 1976, donc première montre analogique à quartz avec cellules photovoltaïques. Vous en doutez, c'est une technologie dont EcoDrive, dont je vais vous parler juste après, sera la digne héritière. Les années 80 voient la professionnalisation de Citizen. On retient une montre que j'aime beaucoup en 1982, la Citizen Professional Diver 1300 mètres, un visage reconnaissable en titane avec ses bonnes 4 vis à l'avant. 1985 marquera un peu son pendant côté récréatif, c'est la Citizen Aqualand, montre qu'on adore, montre qu'on a vue dans le Grand Bleu, vraiment une pièce mythique avec laquelle nous avons grandi et qui présentait une grande première, vous vous en souvenez mieux que moi, un profondimètre non mécanique et précis. La première Citizen ProMaster, elle, verra le jour en 1989, c'est un peu l'évolution de ce que je viens de vous raconter. Mais le nom qu'il faut retenir absolument chez Citizen, c'est EcoDrive. Je vous disais 1976, présentation de la première montre avec cellules photovoltaïques pour gérer l'énergie de la montre. Du coup, c'est EcoDrive, par la suite, qui va devenir l'emblème de ça chez Citizen et qui l'est encore aujourd'hui. C'est une technologie qui répond au problème simple de l'énergie dans une montre, ici évidemment dans une montre à quartz. Et l'esprit japonais à l'époque, c'est de dire, en fait, si on est dans un meeting super important, si on est à l'autre bout du monde dans une aventure hyper risquée, si notre montre nous lâche, à quoi sert notre montre en fait? Donc du coup, ils se disent, mais en fait, il faut que jamais la montre nous lâche. Donc si la montre ne doit pas nous lâcher, elle ne peut pas compter sur une pile classique qui a une durée de vie. Donc, EcoDrive, donc cadran avec les cellules photovoltaïques permettant d'utiliser toute la lumière nécessaire autour de nous pour pouvoir recharger les batteries de la montre, entre guillemets. Je vous rappelle, les premières cellules photovoltaïques, c'est au début des années 50 chez Bell Labs. Et ensuite, la NASA, évidemment, va les populariser, va mettre des gros investissements. La première montre à énergie solaire, c'est pas la Crystron en 1976, c'est la Synchronar, une pièce américaine assez importante dans l'histoire de l'horlogerie qui préfigure les débuts de l'utilisation de la lumière solaire pour recharger les batteries d'une montre. EcoDrive n'apparaîtra en effet que dans les années 1990. Le dernier pilier de l'horlogerie chez Citizen, c'est évidemment la précision. Je vous en parlais au début des années 60 avec la présentation des premiers chronomètres Citizen et des grades de chronométrie, mais il faut aussi parler des signaux radio. On se dit finalement, si la montre reçoit un signal horaire un peu tout le temps dans la journée, elle ne va jamais dériver de précision et on n'aura jamais à la régler. C'est une très riche idée. Vous vous souvenez, le passage de la fin des années 50, début des années 60, on commence à avoir des horloges atomiques qui vont réguler, normer l'heure dans le monde. Et la première montre à signal horaire, ce sera une Junghans en Allemagne, du coup, la Junghans Mega 1 ou Mega 1 en 1990, qui est calibrée une fois par jour avec un signal qui lui provient de Francfort. Donc en fait, une fois par jour, la montre s'en remet exactement à l'heure, ce qui fait que, en fait, vous n'avez pas de décalage, à part le petit décalage vraiment minuscule que vous pouvez avoir dans une demi-journée, c'est-à-dire que c'est négligeable quand vous avez une montre qui est bien réglée. Donc c'est-à-dire que là, on commence à rentrer dans la vraie beauté de la précision. Aidé certes du signal radio, mais la vraie beauté quand même. Et là, Citizen va faire très fort avec une montre pour moi qui est incroyable. Ils vont mettre une antenne qui va traverser le cadran et que tout le monde va voir en cuivre. C'est vraiment exceptionnel comme pièce. On est au début des années 90
Et donc la montre va recevoir tout au long de la journée différents signaux horaires qui proviennent de différentes stations au Japon. Et je peux vous dire que quand on améliore cette technologie de l'antenne, parce qu'évidemment l'antenne elle est grosse, elle est là en plein milieu du cadran, après elle va se miniaturiser, elle va se cacher, et quand on mélange à la fin des années 90 la technologie du signal radio et EcoDrive, c'est-à-dire le fait d'avoir une énergie presque infinie en utilisant la lumière environnante, le jeu il est plié. Le jeu il est plié. Énergie à volonté, précision de ouf, qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est pour ça qu'aujourd'hui, le pilier Citizen, c'est vraiment la montre EcoDrive. Précise, énergie à gogo. Ce que j'ajouterais, et ce qui va se passer au début des années 2000, c'est finalement l'utilisation du signal GPS, Global Positioning System, qui va permettre en fait de plus appuyer pour les signaux horaires sur les différentes stations, mais là on va directement passer par les satellites et le jeu un peu foufou qu'ils vont faire entre eux, parce que les satellites communiquent beaucoup entre eux pour connaître leur position et pour avoir un tas d'informations extrêmement important. Et du coup en fait là, vous fondez sur les satellites pour recevoir des signaux tout le temps dans la journée. Donc en fait la montre elle est précise et en plus comme je vous le disais avec EcoDrive, l'énergie est illimitée. Vous voyez, je vous disais avec la création du Shokosha Watch Research Institute en 1918 que Citizen, avant de s'appeler Citizen, avait participé à l'élaboration, à la finalisation d'une horloge astronomique assez dingue japonaise. On avait la tête dans les étoiles, et là on vient finir avec les GPS, la tête dans les étoiles également. Je pense que la conclusion, elle est toute trouvée. Vous avez compris à quel point la marque de montre Citizen, la marque qu'on voit partout, qui fait aussi des imprimantes et des machines dans l'industrie qui sont assez dingues, assez poussées, parce qu'évidemment Citizen est un groupe assez global et ne fait pas du tout que des montres. Loin de là, mais ça je vais vous laisser aller faire vos petites recherches. Citizen a plus de 100 ans d'histoire, a traversé le XXe siècle en essayant toujours de lutter pour remettre la montre japonaise au plus haut point. Et finalement, il faut le dire, ils ont réussi. Et donc Citizen est une très jolie marque de montre avec sa propre identité. Et ça, il faut toujours le garder en tête quand on parle d'horlogerie chez Citizen. C'est tout pour moi aujourd'hui. On repart dans les étoiles. On vous aime et on vous dit à bientôt. Merci.